Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse de l'actualité. Je suis avec mon fidèle compagnon, Anissé Carlos Soké. Bonjour. Bonjour Tanguy. L'actualité, on le sait, depuis mercredi, on célèbre l'anniversaire, les 35 ans de la conférence nationale des forces vives de la nation. Il y a 35 ans, effectivement, en 19 février. 1990 démarrait la grande réunion nationale politique qui devrait relancer le Bénin. Alors, 35 ans après, quelle marche a-t-on fait? C'est de ça que nous allons parler tout au long de cette émission. On va déjà s'intéresser d'abord à comment est-ce que l'idée a germé, comment est-ce que les acteurs se sont mobilisés, qui sont ceux qui ont apporté quelque chose à la tenue de cette réunion nationale. Puis on s'intéressera aussi à comment est-ce que la transition a pu donc se tenir. Et certainement, dans un autre numéro de cette émission, on reviendra un peu sur le parcours des 35 ans de démocratie et ce que nous avons pu gagner. Alors, certains ont avancé que c'est parce qu'il y a une pierre qui a volé sur la tête de Mathieu Kérékou quelque part à Saint-Michel que l'idée lui est arrivée, enfin, de penser à réunir tout le monde pour mettre la balle à terre. Bon, oui, ceux qui ont dit ça n'avaient pas tort parce que ça fait partie des manifestations qui étaient visibles. Mais en réalité, c'est parce que le pays, depuis 1985, avait amorcé un peu comme une descente aux enfers. Les finances publiques étaient totalement au rouge. Il y avait des arriérés de salaire, il y en avait jusqu'à 6 ou 7 mois. Et la faim s'est installée partout. Et c'est d'ailleurs à cette occasion-là que les Béninois avaient découvert un mot économique qu'on appelait conjoncture. On était dans la conjoncture et tout le monde le chantait. On était dans la conjoncture. Et la conjoncture signifiait évidemment la pénurie de tout. Donc, il y avait cette situation difficile qui avait entraîné une petite révolte déjà au niveau des organisations sociales. Le milieu estudiantin était en ébullition depuis 1985. Voilà, depuis 1985. Et les personnes qui, depuis quelques années déjà, essayaient de faire tomber le régime étaient devenues très actives sur le plan international. Donc, les finances se sont raréfiées et il y avait déjà, au niveau de la diaspora, il y avait des organisations qui menaient déjà des réflexions dans le sens de trouver une solution au problème bénin. Alors, dans ce contexte-là, Mathieu Kérékou avait organisé une tournée internationale pour essayer de parler avec les milieux financiers. Contrairement à ce que Nicéphore Soglo lui disait, il pensait qu'il y avait encore une chance. Parce qu'on se rappelle que quelques années plus tôt, Nicéphore Soglo était allé en audience à la présidente de la République et lui avait dit un certain nombre de vérités. Absolument. Donc, il a fait le tour du monde. Je pense qu'il a voyagé pendant 16 jours. Mathieu Kérékou, il a voyagé pendant 16 jours et à l'issue de son voyage, il s'est rendu compte que le monde entier se liguait contre le Bénin et sa révolution. Donc, c'était ça en réalité qu'il avait décidé fondamentalement. Parce qu'il savait qu'il n'y avait plus vraiment d'issue et qu'il fallait trouver une solution dans tous les cas. Donc, lorsque Maître Robert Dossou et Karl Aronsou sont allés vers lui, il était déjà dans de bonnes dispositions d'esprit pour accepter un compromis et une solution de rechange pour essayer de rectifier le tir, parce que la diaspora pesait vraiment à cette époque-là, parce que c'était l'intelligentsia qui était dispersée aux quatre coins du monde et qui travaillait vraiment à ce que Mathieu Kérékou sente qu'il y avait une véritable opposition dehors. Donc, lorsqu'ils lui ont fait la proposition, il y pensait déjà certainement. Et il a considéré ça comme un peu comme une perche qu'on lui tendait. Et il a... Ce n'est donc pas une idée de génie venue comme ça parce que quelqu'un aimait bien son pays. Ah non, c'était une idée venue sous la contrainte. Il y avait une contrainte et je pense que le pouvoir était dos au mur et il n'avait pas d'autre solution. Il n'y avait pas d'autre solution. Je crois qu'ils ont tout essayé.
Il y en a même qui disaient à l'époque que l'État vendait de la drogue pour payer les salaires. Carrément. Parce qu'il n'y avait vraiment pas de solution. Et vous n'avez pas idée de la souffrance que les Béninois vivaient au quotidien. Et ça, lorsque vous êtes un chef d'État et que vous observez ça au quotidien, je crois que quelque part, vous vous dites que c'est par votre faute si tout cela arrive. Et si au départ, vous n'aviez pas l'intention, en prenant un certain nombre d'options, de faire du mal à la population et que le résultat que vous avez sous les yeux vous fait pleurer, quelque part, vous vous dites qu'il y a lieu de rassembler tout le monde et de repartir sur de nouvelles bases. Cela dit, entendons-nous bien, lorsque les gens ont été appelés pour la conférence nationale, ce n'était pas pour le résultat final que nous avons observé. Ça, tout le monde l'entend bien, mais ce qui surprend, c'est quand même que des gens aient pu accepter de venir à cette conférence alors que quelques jours ou quelques mois auparavant, ils étaient vraiment braqués. Comment s'est fait, je dois dire, cette conciliation avec la situation en face de laquelle on était, alors qu'on savait même qu'on était prêt jusqu'à bouter dehors le régime kérékou alors? Je pense que c'est à ce niveau-là que ceux qui ont organisé la conférence nationale, notamment Maître Robert Dossou et son équipe, ont fait un travail remarquable en parlant avec tout le monde. En parlant avec tout le monde. Et à ce moment-là, Mathieu Kérékou avait effectivement le dos au mur, mais il s'était assoupli un tout petit peu aussi, et je pense qu'il parlait aussi avec un certain nombre de personnes. Puis il a pris des mesures fortes. D'abord, le parti ne dirigeait plus l'État, après il a dirigé les instances du parti État, et puis il a décidé de convoquer la conférence nationale des forces vives de la nation. À ce niveau-là, il faut observer aussi qu'il avait pris une loi d'amnistie pour que toutes les personnes qui étaient condamnées à mort, parce que la plupart des opposants qui étaient dehors étaient condamnés à mort. Étaient condamnés à mort. Les Maître Arion Mbedi, Émile Derlès-Issou, les Graciens Pouillon et tout ça étaient condamnés à mort. Donc il fallait prendre une loi d'amnistie pour mettre tout le monde à l'aise. Mais bien que cette loi ait été prise et que on avait le sentiment qu'il y avait un dégel par rapport au rapport avec le pouvoir, les gens sont venus à la conférence en ayant quand même un peu d'appréhension, en se disant que peut-être c'était un gros piège. Oui, parce qu'on craignait que ce soit un piège, qu'on ait eu l'idée peut-être de réunir tout le monde dans une salle et de venir les chercher une nuit ou un petit matin. Ça aurait été plus facile pour un régime militaire. Parce que pour certains, ça paraissait trop beau. Et ils se disaient, mais non, c'est pas... Ce Mathieu Kérékou et son régime ne pouvaient pas accepter que toutes les sensibilités, parce que c'est le mot qui a été lâché à l'époque par Maître Robert Dossou, toutes les sensibilités politiques puissent se réunir dans une salle comme ça, même les opposants les plus radicaux, évidemment. Il faut dire que les plus radicaux n'y étaient pas. N'y étaient pas, notamment le Parti communiste. Le Parti communiste du Bénin n'y était pas. Donc, que tous ces opposants qui avaient toujours voulu faire tomber le régime acceptent de se retrouver dans une même salle paraissait surréaliste. Et certains se disaient qu'à coup sûr, ça ne pouvait être qu'un piège. Mais il faut dire que quand ils sont allés et que la conférence a commencé, il y a quand même un moment où les rancœurs ont commencé à s'exprimer et il a fallu toute la force de persuasion de Monseigneur de Souza pour demander aux uns et aux autres de taire les rancœurs pour que ce qui les réunit puisse se dérouler comme il fallait. C'était quoi l'objectif fondamental en engageant la conférence comme ça, en ayant cette idée? C'était quoi l'objectif principal quand on dit à la fin que les résultats ne reflétaient pas, ce sur quoi on s'était entendu au départ? Oui, parce que à l'évidence, ce n'était pas ce résultat-là qu'on attendait, parce qu'à un moment, lorsque les conférenciers ont voulu proclamer la souveraineté de la conférence, il a fallu d'abord requérir... Ah oui, et Mathieu Kérékou n'était pas d'accord au départ. Donc, il faut dire que ce n'était pas du tout ça qui était prévu. Donc, je pense que Mathieu Kérékou, à un moment, sentant qu'il avait des difficultés et que ces difficultés venaient en partie de la diaspora béninoise, de ces personnalités qui étaient dehors et qui, en revenant et peut-être en travaillant de commun accord avec l'ancienne équipe, pouvaient faire des ouvertures. Vous voyez, un Nicéphore Soglo qui était administrateur de la Banque mondiale, en le ramenant, par exemple, au pays, et pour le faire participer aux activités du gouvernement, on avait peut-être des chances d'avoir de bons points avec le programme d'ajustement structurel et bon, aux côtés de la Banque mondiale.
Bon, donc je crois qu'au départ, c'était ce replâtrage-là qui était envisagé pour faire un peu ce qu'on a fait en 1974, à savoir que le régime, il est là, mais on met à l'intérieur quelques intellectuels pour faire bonne figure. Voilà, je crois que c'était ça à l'origine. Mais il s'est trouvé que les conférenciers, à un moment, ont dit non, nous tenons là une occasion de changer beaucoup de choses. Et ils ont pris le risque, parce que c'était un risque, de dire nous sommes souverains, tout ce que nous dirons ici, nous considérons que ça doit s'appliquer. C'était à l'époque assez osé, parce qu'il y avait beaucoup de délégués dans la salle qui étaient les délégués qui étaient pour le pouvoir. Et il y avait des militaires qui, ma foi, étaient prêts à dégainer si c'était nécessaire, parce qu'ils sentaient là qu'on était en train de leur faire un véritable coup d'État. Et je pense que si, après tout, ce qui s'est passé a pu marcher, c'est parce que quelque part, Monseigneur de Souza et Mathieu Kérékou ont vraiment essayé de faire tout ce qu'il fallait pour que le pays ne soit pas dans le chaos. On a souvent mis l'accent sur ces deux noms, alors qu'il y a quand même d'autres acteurs de l'ombre notamment qui ont essayé de faire un travail. Vous avez commencé par citer Maître Robert Dossou à la tête du comité d'organisation. Le comité a quand même fait un véritable travail. Oui, le comité a fait un véritable travail d'organisation parce que le principe était acquis qu'il fallait organiser une conférence nationale. Bon, donc, ce n'est pas... déjà le défi de la mobilisation de tout le monde. C'est pourquoi je vous disais que le comité a fait ce travail remarquable qui a consisté à parler avec tout le monde et à convaincre tout le monde de venir. Et je pense qu'ils ont suggéré un certain nombre de mesures à Mathieu Kérékou, que Mathieu Kérékou a pris sans arrière-pensée. Et ça a pu donner le sentiment aux uns et aux autres que, bon, il y avait une sorte de sincérité dans tout ça. Et c'est pour ça qu'ils ont pris le risque de venir. Et il y avait déjà le club de Versailles ou quelque chose comme ça que Séverin Adjovi avait organisé en France. Un peu avant. Un peu avant, qui avait déjà un peu mâché un travail dans le sens de changer les choses politiquement dans le pays. Et du coup, ils ont essayé un peu de reverser tout ça au niveau de la conférence. Et puis bon, le comité préparatoire qui a le mérite, le vrai mérite d'avoir réussi en un temps record, parce que c'était une question de durée aussi. Ça allait très vite. Ça allait très vite. En un temps record, à organiser tout ça et à aller jusqu'au bout. Ce comité véritablement est on va dire le fer de lance de ce qui a suivi par la suite et qui est le renouveau démocratique. Donc, dans la salle, il y avait des pour, mais il y avait beaucoup de contre. Il y avait beaucoup de personnes qui pensaient que ces intellectuels-là qui sont arrivés, parce que la plupart des personnes qui voulaient s'imposer sont des gens qui venaient de dehors. Et qui disaient aux autres... À l'intérieur, on avait suffisamment eu peur. Et qui disaient aux autres, mais vous avez assez détruit le pays, foutez-nous la paix, nous sommes venus pour tout arranger. C'était un peu ça. Et vous verrez que pendant la période de transition, on a nettement observé l'éclipse du parti qui était au pouvoir et même des militaires qui comptaient dans le pays à l'époque. On a constaté une sorte d'éclipse et il a été constaté aussi l'installation de cette intelligentsia qui a posé les bases du renouveau démocratique au moment de la transition et qui, par la suite, a fait d'ailleurs une ou deux mandatures de l'Assemblée nationale. Et à cette occasion, on a pu vraiment mesurer l'importance de leur capacité parce qu'ils avaient vécu dans des pays où la démocratie était une réalité et ils étaient tous imprégnés vraiment de ce qu'ils ont vu dehors et ils ne tâtonnaient pas. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient, ils savaient ce qu'ils proposaient et on est allé un peu au pas de charge pendant la période de transition. Donc, oui, voilà comment le comité a pu vraiment faire un travail remarquable pour nous organiser une conférence dans un temps record. C'était parti pour 4-5 jours, on en a fait 10. On en a fait 10 et croyez-moi, je dis que c'est extrêmement court quand on compare à tout ce qui a été fait après par ceux qui ont essayé de copier. Ailleurs, on a fait 3 mois sans pouvoir aller au bout. Je crois que le Bénin n'a été que ce seul pays, le seul pays à avoir réussi.
de bout en bout sa conférence nationale. Pourquoi? Parce que les autres chefs d'État, ayant vu les conclusions du Bénin, se sont dit, nous, on ne peut pas permettre qu'on nous prenne le pouvoir comme ça. Donc, ils ont essayé d'empêcher que la conférence leur impose ce qui a été imposé à Mathieu Kérékou au Bénin et que Mathieu Kérékou a accepté peut-être à contre-cœur, mais qu'il a quand même accepté. Les autres ont trouvé que non, ce n'était pas la société civile venue d'ailleurs de venir imposer quoi que ce soit. Donc, il y a eu des bains de sang à peu près partout, sauf dans notre pays où il n'y a pas eu une seule goutte de sang. On a quand même vu, je dois dire, beaucoup de Béninois se mobiliser alors autour donc, de la question. On a eu l'impression qu'il y avait quand même une fibre patriotique, que l'on soit pour ou contre, qui a aidé les gens ou amené les gens à vraiment pouvoir se parler, à se tolérer. Je pense que ceux qui étaient au pouvoir et qui avaient perdu toute légitimité, on va dire ça comme ça, et qui étaient dans leurs petits souliers, n'avaient pas d'autre choix que d'écouter et d'accepter tout ce que les venus d'ailleurs sont venus leur imposer. Ils étaient dans leurs petits souliers parce qu'on voyait manifestement qu'ils ont conduit le pays dans une faillite totale. Il y avait la banqueroute, il y avait une dette intérieure et extérieure faramineuse. Donc, ils savaient que, tel qu'ils avaient conduit le pays dans le gouffre, ils n'avaient rien à dire. Et c'est pour ça que la conférence a eu aussi une petite chance d'aboutir à ces conclusions-là, parce que ce qui arrivait semblait donner l'impression que s'il y a quelque chose qu'ils savent faire, c'est conduire un pays vers la prospérité. Et tout le monde était conscient que la révolution marxiste était arrivée à bout de souffle et que, bon, il fallait laisser tomber. Or, ceux qui étaient au pouvoir à l'époque n'avaient que ça comme idéologie et ne maîtrisaient que ça. Donc, quand on sort de cette idéologie, eux, ils n'ont plus grand-chose à dire, ils ne sont que des spectateurs, et c'est ce qu'ils ont été pendant une bonne partie de la transition. Mais, pardon, pas la transition, la conférence a eu, je dois dire, effleuré quelques moments d'échec. On a quand même eu des moments de sueur froide, avec notamment les éruptions du chef de l'État d'alors dans la salle. Qu'est-ce qui a bien pu expliquer que malgré qu'on a eu d'abord des appréhensions au départ, puis après ces questions préjudiciables, etc., qui ont été évoquées par la suite, qu'on ait pu quand même tenir la barque jusqu'au bout? Je pense qu'il y a eu beaucoup de dialogue derrière le rideau. Et ça, j'ai l'impression que ça nous manque aujourd'hui énormément. Il y a eu beaucoup de dialogue derrière le rideau. Parce que le dialogue qui fonctionne, les échanges qui fonctionnent ne se font pas sur la place publique. Vous voyez? Donc, à la conférence nationale, il y avait les délégués qui faisaient leur kermesse dans la salle. Mais en réalité, derrière les coulisses, enfin, dans les coulisses et derrière les rideaux, il y avait beaucoup de conciliabules et beaucoup de personnes parlaient à l'oreille du général Mathieu Kérékou, notamment Monseigneur Isidore de Souza, qui revenait de temps en temps dans la salle pour prendre un peu le contre-pied de ce que les gens disaient, pour dire non, on ne peut pas faire ça, il faut calmer les ardeurs. Et à un moment, Monseigneur lui-même a eu des appréhensions par rapport à la réaction de certains conférenciers, lorsqu'il a dit, plaise à Dieu, qu'aucun bain de sang ne coule et ne nous emporte dans ses flots. Et ce n'étaient pas des paroles en l'air. Et ce n'était pas pour faire peur à qui que ce soit. C'était des appréhensions qui étaient réelles et ce qu'il disait pouvait se passer. Donc, si quand il venait dans la salle, il venait apaiser les gens, il venait calmer, il venait mettre un peu de diversion parfois pour que les tensions s'apaisent. Et puis après, il courait encore pour aller de l'autre côté, parler avec le chef de l'État. Et je pense que toutes les fois que Mathieu Kérékou est venu, c'est parce qu'ils ont parlé ensemble. Et que, bon, à un moment, Mathieu Kérékou a dit non, laisse-moi, il faut que j'aille leur expliquer un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, c'est lui qui l'a annoncé. Et quand il est venu et qu'il a parlé, on sentait bien qu'il y avait une sorte de complicité entre lui et Monseigneur, parce que Monseigneur n'était pas du tout surpris par sa démarche et par ce qu'il disait. Donc, je pense que ce qui a fait marcher la conférence, je ne sais pas si à ce moment-là, les organisateurs comme Maître Dossou et les autres étaient impliqués dans les petits conciliabules. Là, je n'en sais rien du tout. Parce que, comme je vous l'ai dit, la réussite de la conférence a été faite derrière le rideau.
Donc, si ces personnes se sont parlé et que la conférence a pu réussir, ce qui nous a manqué par la suite, c'est précisément cela, le fait que quand aujourd'hui, comme aujourd'hui, il y a des frictions, qu'on se parle derrière le rideau, au lieu de comploter derrière le rideau. Qu'est-ce qui a bien pu jouer en la faveur de la désignation de Monseigneur Isidore de Souza? Il n'était pas attendu à cette place. Et il n'était pas allé à la conférence pour ça. Pour ça. Il était allé à la conférence parce que toutes les sensibilités devaient être représentées, toutes les couches sociales devaient être représentées, et donc l'Église, naturellement, avait été invitée. Sauf que, dans la salle, puisque la méfiance est innée chez le Béninois, les gens se sont dit, il n'y a que quelqu'un de neutre qui pourrait diriger cette conférence et nous donner une chance de la réussir. Vous voyez? Et c'est comme ça que, naturellement, en cherchant la neutralité, ils se sont tournés vers l'Église parce que c'est la plus vieille institution religieuse du pays et les personnes qui officiaient dans cette congrégation avaient une certaine personnalité, étaient respectées et donc on a pensé à Monseigneur Sastre qui était un brillant intellectuel mais qui n'avait pas le tempérament qu'il fallait. Donc les conférenciers cherchaient en fait quelqu'un qui avait d'une part le tempérament et d'autre part l'autorité qu'il fallait, l'autorité morale qu'il fallait. On avait des autorités religieuses aussi, hein, du domaine des religions de chez nous, qui étaient aussi de la partie, les syndicats aussi, bon, enfin, même s'ils étaient dans un tourbillon social que vous avez décrit tout à l'heure, il y avait quand même d'autres personnalités qui étaient là quand même, qui pouvaient faire le jeu. Les autorités qui étaient là, qui pouvaient faire le jeu, il y en avait effectivement qui pouvaient, mais l'Église a toujours eu une autorité morale plus forte que toutes les autres religions. Il ne faut pas s'en cacher. Parce que tout simplement, comme je vous le disais, c'est la plus vieille institution religieuse révélée. Et donc, les Béninois, dans leur grand ensemble, et même, précisément, les personnes qui étaient à la conférence nationale, sont tous passés par le catéchisme. Donc, ils avaient une certaine déférence par rapport à l'Église. Donc, pour eux, l'Église était une institution importante. Et donc, en cherchant la neutralité, ils se sont dit, tournons-nous vers l'Église catholique. Et en regardant autour d'eux, ils ont pensé à Monseigneur Sastre. Et puis, ceux qui connaissaient bien Sastre ont dit, Sastre, oui, c'est vrai, il est brillant, mais pour avoir la patience et le tempérament qu'il faut pour diriger une conférence comme ça, il faut quelqu'un de plus pondéré. Et c'est comme ça que Monseigneur de Souza, sans l'avoir jamais pensé ni voulu, s'est retrouvé au devant de la scène pour une aventure qui devait en réalité être une aventure solitaire. Parce que l'Église ne l'a jamais mandaté pour aller diriger une conférence nationale. D'ailleurs, il me semble que l'Église a fait quelques mots pendant la conférence, par rapport justement au rôle qu'il aura joué. Pas tout de suite. Pas tout de suite. En fait, c'est après, quand l'Église s'est d'abord tuée, mais c'est après, quand il a fallu qu'il fasse la transition à la tête du Haut Conseil de la République. C'est à ce moment-là que Rome a commencé à se dire non, le rôle d'un prélat n'est pas de diriger une institution de la République. Et je crois qu'il y a eu quelques échanges de courriers, on s'est expliqué, aussi, oui. Et on a fini par dire, bon, ok, si c'est une mission de cette nature-là, tu fais, mais dès que tu finis, tu retournes vers tes ouailles. Je pense que Mathieu Kérékou également a pesé un peu pour que ce soit lui, Monseigneur de Souza, qui fasse, parce qu'il avait évidemment fait preuve d'une très grande autorité, d'une très grande pondération, d'un esprit très, très ouvert et très conciliant pendant la conférence nationale. Ça a marqué tout le monde et tout le monde a voulu que ce soit lui, effectivement, qui puisse continuer à diriger le Haut Conseil de la République et à faire, tout le chemin qu'il a fait après. Bon, donc, si Monseigneur s'est retrouvé au devant de la scène, c'est pas parce qu'il a voulu, c'est parce que les Béninois, les Béninois recherchaient la neutralité. Et cette neutralité, nous continuons de la rechercher tous les jours. Ah oui? Vous verrez bien. Il y a quand même beaucoup de personnes, en tout cas dans la République, qui aujourd'hui ont gardé une certaine distance et une certaine hauteur par rapport à tout ce qui se passe. Oui, mais je dis que nous continuons. La classe politique continue de rechercher cette neutralité chaque fois qu'il y a un problème à régler.
Vous verrez, d'ailleurs, c'est cette neutralité qui a amené à créer la Sénat. Sinon, partout, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Les Béninois ont dit non, s'il n'y a pas de neutralité, ça nous pose un problème. Et c'est au nom de ça que parfois, pour créer la moindre institution, il faut un consensus autour, parce que tout le monde doit s'asseoir à la table. On est suspicieux, on ne se fait pas confiance, et ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date. Et je pense que ça continue de nous suivre, puisque nous avons une liste informatisée qui est supposée être un travail technique, propre. Mais vous voyez bien qu'il y a des gens qui ont dit non, si nous n'allons pas voir dedans, nous ne ferons jamais confiance. Le débat est ouvert à ce sujet. Donc, c'est dans cet esprit que Monseigneur de Sousa s'est retrouvé en train de diriger la conférence nationale. Tout le monde était au PLM à Lidjo, sauf une seule personne, le PCB. C'était pas une personne. Enfin, c'était un parti qui avait fait l'essentiel du travail de résistance. Assez curieusement, hein? C'est ça qui est curieux. Ils avaient fait l'essentiel du travail de résistance. Depuis 1985 que la répression a commencé, c'est le PCB qui a payé le plus fort. Et les jeunes étudiants de l'époque en ont fait baver au pouvoir. Et je pense que leur sacrifice a été pour beaucoup dans l'avènement de la conférence nationale. Sauf que, connaissant le régime, connaissant Mathieu Kérékou, et sachant très bien que le régime du PRPB ne lâchera pas le morceau, ils se sont dit, c'est une conférence pour replâtrer et pour continuer. Ils en étaient convaincus. Mais comme je vous le disais d'ailleurs, les conférenciers eux-mêmes n'étaient pas venus pour déboucher sur cette conclusion-là de la conférence nationale. Donc, le PCB a dit, nous, on ne participe pas à ça. On ne négocie pas avec un pouvoir décadent. Il doit partir par une insurrection populaire. Il n'y a pas d'autre façon de voir les choses. Sauf qu'il n'avait pas raison et que le miracle s'est opéré et qu'ils se sont retrouvés. Mais au départ, cette position pouvait se comprendre. Mais on la comprend très bien. On la comprend très bien. Parce que, comme je vous dis, c'est un miracle qui s'est opéré par la suite et qui a fait que la conférence a débouché sur ces résultats-là. Sinon, initialement, c'était un compromis qu'on voulait faire avec le gouvernement de Mathieu Kérékou, lequel s'attendait aussi à ce compromis. C'est pourquoi, dès que les conférenciers ont commencé à aller trop loin, il est venu dans la salle pour leur dire, ne me dites pas de démissionner. Ah non, il n'en est pas question. Vous êtes venus pour nous aider à régler un problème, pas pour prendre le pouvoir. Donc, ça a été clair. C'est pour ça que le PCB, au départ, était convaincu que c'était une assemblée de compromission et que les gens allaient se retrouver pour partager peut-être le pouvoir avec le pouvoir de Mathieu Kérékou. Et eux, ils ne voulaient pas du tout que cela se passe comme ça. Ils étaient droits dans leurs bottes, c'est insurrection populaire, point final. Mais ils n'ont pas eu de chance, je dirais ça comme ça. Et les Béninois ont eu plus de chance qu'ils ne l'auraient souhaité. Et la conférence a débouché sur des résolutions qui ont été acceptées par Mathieu Kérékou. Dès lors, le PCB a entamé sa descente aux enfers parce que les Béninois ne lui ont pas du tout retourné l'ascenseur par rapport Justement, est-ce que ce n'est pas une sorte d'ingratitude, enfin une griffe, quand on voit un peu tout ce que le PCB, et alors PCD dans le temps, a concédé pour faire face à ce régime-là, autant de personnes tuées, autant de personnes mortes, autant de personnes en prison, autant de difficultés en exil, etc. Certains ont abandonné famille et autres. Quand on a fait tout ça, et que même on a été absent à une conférence nationale, est-ce que, rien que par gratitude, le peuple n'aurait pas essayé de lui confier une fois au moins son destin? D'autant que le peuple connaissait très bien les sacrifices qu'il devait au PCB et tout le bien que le PCB a permis au peuple béninois d'avoir. Mais il se trouve que lorsque le peuple ne vous a rien demandé et que vous considérez que vous faites votre révolution, n'allez pas compter sur le peuple béninois pour vous témoigner la moindre gratitude. Vous verrez que cette attitude du peuple béninois n'a pas changé à ce jour. Quel que soit celui qui fait sa révolution, tout le monde l'applaudit, mais le jour où il tombe dans les mailles du filet, vous ne verrez personne pour aller le défendre. C'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Donc, les héros que l'on acclame pendant 2 jours parce qu'ils bravent le pouvoir, lorsqu'ils ont des déboires, se retrouvent seuls dans leurs problèmes.
Et c'est par le PCB que le Béninois a montré à quel point il est ingrat vis-à-vis de ceux qui font son combat. Parce qu'il n'a rien demandé à personne. Non, ce n'est pas une spécificité du peuple béninois. Partout, les peuples sont quelque peu... non, je ne on pense dit pas. amnésiques. Je ne pense pas. Parfois... non, il y a de ces peuples qui reconnaissent le sacrifice. Regardez un peu ce qui se passe au Sénégal. Hein, Sonko et Diomaye Faye ont fait un combat et le peuple a été reconnaissant. Vous voyez, l'appareil est difficile à obtenir au Bénin, hein, je vous assure. Si vous faites un sacrifice et que, bon, quelque part, chemin faisant, ça fonctionne, le peuple derrière vous applaudit. Mais si ça ne fonctionne pas, vous êtes seul à gérer vos devoirs. Et c'est une particularité béninoise que j'observe. En tout cas, certains peuvent le témoigner. Hein. Actuellement, ils sont derrière les barreaux, ils peuvent en avoir. Alors, on a eu 10 jours pour explorer, je dois dire, l'ensemble des compartiments de la vie socio-politique et économique du Bénin. Ce n'était pas gagné d'avance. Ce n'était pas gagné parce que ce pourquoi les gens étaient venus même n'était pas ça. Et c'est pour ça que la conclusion, les grandes résolutions de la conférence n'ont pas été expresses. C'est-à-dire que toutes les résolutions qui ont été prises n'ont pas été expressément écrites noir sur blanc. C'est des grandes idées qui ont été jetées. Et vous verrez même que dans le rapport de Albert Tevoix-Edré, il n'y a pas eu de détails. C'est-à-dire que pendant 10 jours, on s'est dit, voilà ce qu'on veut comme régime, voilà ce qu'on veut désormais comme économie, voilà, les droits de l'homme, c'est comme ça, les libertés publiques, c'est comme ça, voilà. Bon, bref, on a jeté les grandes bases, mais on n'est pas allé plus loin. Et c'est pour ça que ça a pu se faire en 10 jours. Bon. Ailleurs, les gens ont voulu aller dans tous les détails, y compris dans les règlements de compte avec ceux qui étaient au pouvoir, comment il fallait les juger, comment il fallait faire rendre gorge à tous ceux qui ont pillé l'économie. Les gens se sont vus en danger. Et naturellement, quand on est en danger, on réagit. Et c'est pour ça que les autres conférences ont échoué. Donc chez nous, il y a eu les grandes bases et on s'est dit, on choisit un Premier ministre, on fait une transition et puis après, on organise une élection présidentielle pour entrer de plein pied dans un régime présidentiel et démocratique. Donc, ces bases-là ont été jetées, mais évidemment, il y a eu des frictions parce que, comme on a pu s'en apercevoir plus tard, on avait dit que le Premier ministre de la transition ne devait pas candidater pour la présidentielle, chemin faisant, c'est une réalité qui a été changée et il y avait dans le gouvernement même de Nicéphore Soglo des ministres qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec cette approche parce que ces ministres-là savaient que lui, candidat, leur ôtait toutes les chances d'être élu. Donc, il y a eu quelques frictions par rapport à ça, mais bon, dans l'ensemble, les résolutions de la conférence ont été mises en œuvre avec le Haut Conseil de la République qui a siégé pour faire voter toutes les lois qu'il fallait voter en tant qu'Assemblée nationale spéciale. Et puis, on a mis en place l'Assemblée constituante. Et puis, bon, ben voilà. On a quand même assisté à une belle messe à l'occasion. Mais certains, avec le recul, avaient dit que c'était une occasion pour ceux qui ont participé de ranger une certaine classe politique, certains acteurs, notamment avec les dispositions mises dans la Constitution, la nouvelle Constitution qui a été votée en 1991 par la suite, notamment ceux qui ont dirigé le Bénin entre 1960 et 1970-72. Alors, avec le recul, l'objectif était-il vraiment là? Ah, tout à fait, l'objectif était là. Comme je vous l'ai dit, il y a une certaine intelligentsia qui était arrivée et qui considéraient que c'était à eux désormais d'occuper les premiers, comment dire, le premier rôle. Oui, de jouer les premiers rôles. Donc, si on autorisait les anciens présidents à se présenter, ils seraient tous obligés de se ranger derrière. Parce que face aux anciens présidents, ils n'avaient aucune chance d'être élus. Donc, un MAGA, candidat, ça pouvait faire très mal. Un Zissou, ça pouvait faire très mal. Un Aromarigbe, ça pouvait faire très mal. Donc, il fallait les écarter pour que la transition, enfin, pour le renouveau démocratique puisse avoir des chances de nous proposer des hommes neufs. Étant donné que tout le monde considérait que Mathieu Kérékou, en 91, n'avait aucune chance de gagner les élections. Et pourtant, ce n'était pas évident. Il a fallu
beaucoup de consensus et beaucoup de conciliation on en parle tout à l'heure. Pour que Mathieu Kérékou accepte de partir. La transition, justement, on a vu l'attelage Kérékou-Soglo. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont eu pas le passé à discuter ou à échanger je dois dire, l'attelage a pu fonctionner comme ça, même si à quelques moments aussi, on a craint que cela lâche. Qu'est-ce qui peut expliquer le succès, justement, de ce duo? Vous serez étonné de l'apprendre, mais c'est Mathieu Kérékou qui était l'artisan principal de cette réussite. Comment ça? Je pense qu'il a laissé du champ au Premier ministre. Et même quand il empiétait sur ses prérogatives, il laissait faire. Il laissait faire. Et je pense aussi que le Premier ministre ne s'était pas privé d'empiéter sur les prérogatives de Mathieu Kérékou, qui était encore au pouvoir lorsqu'on faisait des conférences de presse pour dire combien il a détruit le pays, combien il a tout saccagé, combien il a laissé de milliards de dettes, combien. Bref, il y avait un certain nombre de choses qui se disaient qui pouvaient l'agacer et lui faire prendre des mesures. Mais il a avalé des couleuvres et je pense que c'est lui, en fait, qui a permis que l'attelage puisse fonctionner. Comment est-ce qu'on peut se taire? Comment est-ce qu'on peut être aussi patient? Comment on peut fermer les yeux et les oreilles face à autant de choses qui se disaient? Est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi par contrainte? Quand on a conduit son pays dans cet état, on n'a pratiquement plus droit à la parole. Je crois que c'est au nom de ça qu'il s'est tué tout le temps. Et au nom de ça, et aussi au nom du fait que, quoi qu'on dise, Mathieu Kérékou était profondément patriote. Il aimait ce pays et il aimait ses concitoyens. Et je pense que ça a joué énormément. Parce que il pouvait faire autrement. Hein. Et il ne s'est pas forcé qu'il y ait un bain de sang non plus. Il pouvait faire obstacle à un certain nombre de décisions du Premier ministre. Il pouvait recadrer le Premier ministre. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a jamais fait. Il a accepté d'avaler des couleuvres. Il a accepté qu'on dise tout ce qu'on disait. Il a accepté qu'on donne le sentiment que le Bénin était mort et que c'est maintenant qu'on est en train de le faire renaître. Oui, donc il a accepté tout ça. Et je crois que ça a même continué au-delà de la transition, parce qu'au cours de son premier mandat, de Séphore-Soglo ne manquait aucune occasion de lui lancer des pics. Et je pense qu'il est arrivé un moment où ces pics-là n'agaçaient plus que Mathieu Kérékou. Ça a commencé à agacer carrément tous les Béninois qui ont considéré que ce Premier ministre-là en faisait trop. Vous voyez, donc ça a fait que il y a eu une sorte de retour d'affection. Et Mathieu Kérékou, qui devait être voué aux gémonies, s'est retrouvé porté au pinacle et s'est retrouvé à la présidence de la République en 1996. On a défini l'homme comme quelqu'un d'indifférent et qui n'aimait pas beaucoup trop, je dois dire, les délices du pouvoir, mais c'était quand même quelqu'un aussi qui se contentait d'être aussi président et laissait tout faire. Parce qu'on l'a vu aussi pendant la période démocratique, pour ces 10 années, beaucoup de choses se sont passées et il s'est contenté juste d'être président. Et il disait à qui voulait l'entendre que la Constitution était taillée à sa mesure. C'est-à-dire qu'on a fait cette Constitution pour voir si lui, Mathieu Kérékou, était en mesure d'être président dans un régime comme celui-là et que, bon, il va montrer à tout le monde que, en réalité, ce que l'on décide pour le pays, on ne le décide pas pour lui ni pour son intérêt. Quand c'est décidé pour le pays, il est capable d'appliquer, de s'adapter, d'appliquer les mesures avec un esprit de largesse. Donc, vous voulez la liberté? Bon, moi je vous l'accorde. Si ce n'est que ça qui fera fonctionner le pays, bon, alors moi je vous accorde toutes les libertés, faites en sorte que le pays fonctionne. Et on s'est rendu bien compte que, oui, sous Mathieu Kérékou, comparé à tous les autres régimes, on a eu beaucoup de liberté. Les gens se sont enrichis, les gens ont beaucoup détourné d'argent, les gens, je vais dire... Est-ce que ce n'est pas une faute, justement? Est-ce que c'est une faute? C'est une expérience qu'on faisait. Parce qu'on est venu de quelque part où tout le monde a dit qu'il faisait mal. Et puis après, bon, c'est la Constitution qui a dit, voilà comment il faut faire. Il ne faisait que respecter la Constitution. Bon, on dit qu'il faut avoir un esprit de consensus, il faut pardonner les fautes, il faut accepter de laisser les gens jouir de la liberté. C'est ce qu'il a fait. Et ça ne peut pas être une faute parce qu'il pensait bien faire. Et en réalité, on reviendra là-dessus lorsqu'on fera le bilan de notre renouveau démocratique. En réalité, c'est comme lorsque
vous donnez à des enfants une machine qui dépasse leur capacité et vous les laissez se débrouiller avec. Soit ils réussissent, soit ils... C'est quoi, la démocratie dépassait les capacités du Bénin? Dans un sens, nous n'étions pas préparés à la démocratie. On en reparlera de toutes les façons. Quel est le rôle, ou comment appréciez-vous le rôle joué par le Haut Conseil à l'occasion? Le Conseil de la République? Oui. Ah, mais je crois qu'ils ont fait un rôle, ils ont joué un rôle formidable. Parce que c'était l'Assemblée nationale. Et ils ont travaillé d'arrache-pied. Les hautes personnalités qui constituaient cette institution à l'époque ont laissé des souvenirs impérissables dans l'esprit des Béninois, parce qu'ils travaillaient d'arrache-pied et il n'y avait pas de jour où on ne votait des lois nouvelles, où on ne prenait des dispositions nouvelles pour préparer le Bénin à entrer de plein pied dans la démocratie. Et je crois que cette institution a joué un rôle charnière dans ce qui a suivi par la suite avec l'élection de Nicéphore Soglo comme président de la République. Le rôle de Nicéphore Soglo, justement, en tant que Premier ministre, c'est vrai que vous l'aviez souligné tout à l'heure, un peu dans tous les sens, piétiner même les plates-bandes du président, mais il aura quand même débauché aussi beaucoup d'énergie et surtout avoir eu cette singularité d'avoir de la vision pour amener après la transition. On va dire que sa vision n'était pas connue avant qu'il vienne au pouvoir. C'est peut-être, chemin faisant, que cette vision est venue, mais il faut avouer aussi que Nicéphore Soglo s'était entouré de technocrates. Il s'est entouré de personnes de haut niveau, des gens qui avaient un niveau intellectuel, mais vraiment très élevé. Et parmi ces personnes, il y avait des gens d'un certain âge, il y avait aussi des jeunes que Nicéphore Soglo a révélés. Il y en a qui sont décédés, Lazare Patoupa, Guy Adjanou, le ministre du cadre de vie, José Tonato, par exemple. Voilà, c'est des jeunes que Nicéphore Soglo a décelés parce que c'était un chasseur de tête aussi qui savait vraiment apprécier les hommes par leur qualité. Donc, il s'est entouré de ces personnes-là et en fait, je crois que c'est l'ensemble de cette équipe qui avait travaillé sous son leadership évidemment, qui avait travaillé à sortir le Bénin de l'ornière parce qu'il fallait remettre le pays au travail, il fallait payer les salaires, rétablir d'abord les salaires et payer les arriérés, sortir les gens progressivement de la misère, ça n'a pas été facile. Et chemin faisant, il s'est retrouvé dans la dévaluation du CFA en 1994, ça a été encore un véritable problème. Et il a pu surmonter tout ça, mais il n'a pas pu gommer de la tête des Béninois qu'il était un peu complice de cette dévaluation. Et ça lui a été fatal. Ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté cher. Surtout qu'il n'avait pas le discours qu'il fallait pour montrer qu'il était un peu étranger à tout ça, que ça s'imposait à lui. Il tentait d'expliquer les choses comme si c'est une décision qu'il avait prise, qu'il comprenait en tout cas, qu'il avait prise et qu'il acceptait. Voilà. Donc, pour les Béninois, un président comme celui-là, il voulait nous affamer. Nous avons toujours le réflexe de dire, quand il y a ce genre de problème, qu'on est en train de nous affamer, que nous avons faim. Bon, voilà. Donc, ça a été un peu fatal à Nicéphore Soglo. Mais dans l'ensemble, je pense qu'il s'est entouré vraiment de technocrates qui savaient où aller, qui ont travaillé vraiment d'arrache-pied. On a créé les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Et on a découvert les premières rues pavées de Cotonou. Il y avait énormément de gens qui travaillaient au quotidien pour faire ces routes-là. Aujourd'hui, on en aurait ri. Parce que mais à l'époque, c'était très important d'avoir un travail au quotidien pendant des années pour faire des routes partout dans Cotonou. Ça nous plaisait. Mais naturellement, quand il a fallu le dégager, les Béninois ont balayé tout ça du revers de la main par une seule phrase. Et on a mis un doigt. Et puis, on avait l'impression que ça ne représentait rien du tout. Et je pense que nous avons cette fâcheuse tendance à tout balayer du revers de la main lorsque nous avons un combat politique à mener. Et nous n'avons pas changé encore aujourd'hui. Quoi que Patrice Talon ait pu faire, on dira toujours... On a mis un doigt. Voilà. D'où est venue l'idée que Nicéphore Soglo soit candidat alors qu'au terme des assises, il était entendu que le Premier ministre ne serait pas candidat? Parce qu'il avait du bilan. Il avait un vrai bilan. Il avait un vrai bilan de la transition. Et tout le monde se disait... Cela n'a duré quand même qu'un an. Qu'un an. Et pendant un an, Nicéphore Soglo avait un bilan. Et tout le monde s'est dit, mais
il ne faut pas arrêter l'élan là. C'est un élan. Les raisons d'ailleurs pour lesquelles il avait été choisi à la conférence nationale présidaient encore à ce choix. Les gens ont dit non, c'est l'homme qu'il faut. Si nous l'arrêtons dans cet élan, nous allons devoir tout recommencer. Et puis, ça a fâché les gens qui, à l'Assemblée, qui avaient refusé le poste de Premier ministre parce qu'ils avaient évidemment perspective d'être président de la République. Et ils se sont dit, mais ça, il y a du dol, c'est pas possible, on nous a trompés, on ne peut pas accepter ça. Bon, mais ça a fonctionné pour la simple raison que la majorité des Béninois s'est dit, cet homme-là, il ne faut pas qu'on le laisse partir parce qu'il a vraiment, en un an, réussi à faire décoller le pays. Et on voyait venir une certaine prospérité. Et c'est pour ça que les Béninois l'ont adoubé pour ce premier mandat en 1991. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, il y avait un certain nombre d'impondérables, des choses qui venaient de lui-même et des choses aussi qui se sont imposées à lui. À la francophonie, il a eu des mots malheureux alors que Mathieu Kérékou était dans la salle et que certaines personnes se sont dit, oh quand même, quel que soit ce dont vous êtes capable, il faut quand même avoir du respect et beaucoup de modestie vis-à-vis des autres. Donc ça a pu jouer contre lui. Mais il y avait aussi quelque chose qu'on avait appelé à l'époque la prime à la démocratie. La communauté internationale s'était mobilisée pour constituer une Les gens ont trouvé justement qu'il n'avait pas fait grand-chose et que, mettons quoi, parce que on avait fait le choix d'aller à la démocratie, que les vannes extérieures se sont ouvertes. Et comme il avait aussi quelques entrées, notamment au niveau des institutions de Bretton Woods, ça a pu l'aider quand même à avoir le bilan qu'il avait. C'est tout à fait. Quelqu'un d'autre aurait peut-être eu un peu plus de difficultés parce que Nicéphore Soglo savait ouvrir les portes financières. Donc, cela ajouté au fait que la communauté internationale s'est dit, si nous encourageons les Béninois par une prime consistante, les autres pays comprendront que l'option de démocratie a du bon et qu'il faut y aller. Donc, le Bénin a bénéficié de cette cagnotte-là aussi, et ça a fait que nous avons pu avoir, on va dire, une amélioration du climat économique dans le pays. On a vu quand même l'homme à l'œuvre. Pendant un an, il a pu faire en tout cas ce qu'il a pu faire et qui a, ma foi, aidé à son élection en 1991. Quand on voit avec le recul aujourd'hui, quel aura été le rôle joué fondamentalement, parce que certains pensent que l'ambassade de la France au Bénin avait joué quand même un rôle dans d'abord même l'idée de conférence nationale. N'oubliez surtout pas, Laurent, la rencontre avec de la boule, qui a quand même parlé de démocratie aux Africains, aux dirigeants africains à l'époque, avec le président français, François Mitterrand. Puis après aussi, l'omniprésence, je dois dire, de l'ambassadeur dans la salle, PLM Alédio. On a eu l'impression que la France aussi a joué un rôle de loin. Évidemment, c'était la puissance colonisatrice qui avait été quelque peu reléguée par les révolutionnaires, qui ne lui accordait plus tout à fait la place prépondérante qu'elle avait par le passé. Et donc, c'était l'occasion pour les Français d'avoir un peu... se repositionner. De se repositionner, effectivement. De se repositionner pour avoir pied dans le nouveau régime, parce que tout le monde voyait bien que Mathieu Kérékou perdait pied. Donc, il y avait l'effondrement du bloc de l'Est, qui était un événement important, qui avait amené tous les pays marxisants comme le nôtre à reconsidérer un peu leur position. Et comme je vous le disais, Mathieu Kérékou a essayé d'ouvrir toutes les portes, ça ne fonctionnait pas. Mais la France avait fait une ouverture. Nous pouvons à la limite faire un certain nombre de choses, mais nous imposons que vous fassiez comme ci, que vous fassiez comme ça. Vous voyez, c'est un peu ça. Et donc, l'ambassadeur était dans la logique d'amener les autorités à accepter la conditionnalité, les conditionnalités du moins, pour que le Bénin puisse bénéficier de l'appui de la France et de ses alliés. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça aussi que lorsque Nicéphore Soglo a pris le pouvoir tout de suite et que sa première visite n'était pas en France, ça a scandalisé. Ça a scandalisé un certain nombre de personnes qui se sont dit, mais attendez, on n'a pas fait tout ça pour que d'autres récupèrent les lauriers. Donc,
Nicéphore Soglo a trouvé par la suite le moyen d'ajuster un peu les choses. Par la suite aussi, ça s'est toujours dégradé, je crois. Mais je pense qu'il n'était pas tout à fait dans la logique des chefs d'État qui se laissaient mener par le bout du nez parce qu'ils sont dans une colonie, dans une ancienne colonie française. Nicéphore Soglo voulait montrer qu'il a vu du monde, qu'il connaît un certain nombre de choses, qu'il avait les pieds sur terre et qu'on ne pouvait pas tout lui imposer. Je pense que ça n'a pas plu non plus tout à fait aux Français et que ça a créé quelques frictions. Il y a un acteur majeur dont on n'a pas parlé jusque-là, le peuple béninois lui-même. C'est vrai qu'au départ aussi, elle était enfermée dans une sorte d'appréhension et de peur aussi. Écoutez, quand on a fait 18 années de révolution, qu'on l'a subi de cette façon, on n'est pas content, en tout cas, parce qu'on a promis une réunion nationale. Comment est-ce que vous aviez vu cette sorte d'appréhension, silence, indifférence, intérêt par moment du peuple béninois? Non, le peuple béninois, à un moment, était dans la logique même de l'insurrection populaire. Ah oui. Parce que le jour où la pierre a été lancée, ou une chaussure du moins a été lancée à Mathieu Kérékou, il aurait suffi de peu de choses pour que ça s'embrase. Et Mathieu Kérékou s'est refusé dans une église, et puis bon, il a dit à ses soldats, ne faites pas de bêtises, calmez-vous, ça va s'arranger. Vous voyez? Donc, dans cet état d'esprit, il y a un certain nombre de choses que les Béninois n'étaient pas prêts à concéder. Mais lorsque dans cette ambiance-là, vous apprenez qu'on organisait une conférence nationale et que les gens qui sont à l'étranger, qui étaient bannis du pays depuis longtemps, condamnés à 20 ans, condamnés à mort, revenaient un à un du pays, je crois que chaque avion qui atterrissait amenait un bout d'espoir, un expatrié, et il y avait beaucoup de gens à l'aéroport qui allaient accueillir ces visiteurs inattendus, et il y a des gens qui foulaient le sol du Bénin 20 ans après. Comment c'était Adrien Ouji? Qui était en exil depuis. Comme c'était Émile Derlin Zissou. Et quand ils sont arrivés, ils étaient pour la plupart scandalisés parce qu'ils se disaient, nous savions que ça allait mal, mais on ne savait pas que ça allait mal à ce point. Oui. Et le président Émile Derlin Zissou s'est exclamé, mais est-ce qu'un cyclone est passé sur le pays? Parce que ça ne ressemble pas à un pays. Vous voyez? Donc, le mal était très profond. Et donc, lorsque ces personnes-là arrivaient, les Béninois ont commencé à reprendre espoir et à se dire, bon, quelque chose est en train de changer. Et donc, la conférence nationale était retransmise en direct. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que l'opinion était fortement mobilisée et voulait suivre minute par minute ce qui se passait dans la salle. L'ORTB l'a compris et a fait le job. Donc, au fur et à mesure que ça passait, il y avait des soirs où les mouches, on entendait les mouches voler. Où on avait vraiment l'impression que cette affaire-là ne va pas bien se terminer. Hein? Et vous avez vu, c'est pour ça que lorsque Mathieu Kérékou a prononcé les phrases magiques qu'il acceptait toutes les résolutions et recommandations de la conférence nationale, vous avez vu l'explosion de joie parce que les gens étaient dans une sorte d'appréhension, les gens avaient peur. Les gens se disaient que par ce seul discours, ils pouvaient remettre en cause tout ce qui a été fait en 10 jours. Parce qu'il était déjà venu, quelques jours plus tôt, leur dire, hey, il y a des limites. Vous allez loin, il y a des limites. Et donc, son état d'esprit, personne ne pouvait vraiment le connaître au moment où il était entré dans la salle. Et quand il a dit qu'il acceptait les résolutions de la conférence et qu'il les mettra en œuvre avec esprit de suite, même s'il a ajouté que ce n'est pas du défaitisme, ce n'est pas de la capitulation, c'est une question de responsabilité nationale. Ça donnait toute la dimension de l'homme. C'est là où on voyait le Mathieu Kérékou patriote. Mais en même temps, ça a libéré complètement les gens qui étaient dans la salle et ils ont joyeusement entonné l'hymne national. C'était comme de grands enfants qui s'amusaient, ils étaient tellement joyeux alors que c'était des personnes d'un certain niveau qui en public ne devraient pas se laisser aller à des effusions. Mais ces effusions-là, on les avait vues dans la salle, les gens s'embrassaient comme si on était dans une foire. Donc, à ce moment-là, je pense que le peuple béninois, lui aussi,
a soufflé et s'est senti très heureux. Je pense que dans les rues de Cotonou, partout, on a commencé à danser, à jouer du tam-tam et on n'a pas arrêté de le faire depuis 35 ans. Justement, une dernière curiosité, hein, ce peuple aussi assez curieux et au comportement paradoxal. Certains ont dit qu'à l'élection de 91 présidentielle, que Mathieu Kérékou aurait gagné. Et puis après, même si on n'est pas totalement sûr de ce fait-là, on sait qu'en 96 au moins, qu'il a gagné. Comment est-ce qu'on aura traumatisé autant de temps possible un peuple qu'il arrive à voter pour un président comme cela et arrive à le faire revenir au pouvoir juste 5 ans après avoir fait tout ça? Il n'y a que les Béninois pour l'expliquer. Parce que c'est incompréhensible. Et je pense qu'avec le recul, beaucoup de gens se demandent encore comment nous avons pu faire ça. Beaucoup de gens se demandent encore comment on a pu arrêter Nicéphore Soglo dans son élan. Parce qu'on serait peut-être bien plus loin que nous ne sommes aujourd'hui. Donc, avec le recul, il y a des gens qui continuent de s'interroger parce que c'est totalement incompréhensible. Mais c'est aussi ça, la politique dans un régime démocratique. Ce n'est pas toujours la raison qui triomphe. C'est parfois la passion, c'est parfois les intérêts, c'est parfois ce que chacun, à titre individuel, peut en tirer. Peu importe ce que le pays en tire, peu importe ce que le pays perd. Nous n'avons pas arrêté de nous fourvoyer comme ça jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez bien que les politiques ne sont pas toujours cohérentes, les choix ne sont pas toujours cohérents et que parfois nous prenons carrément le contre-pied de ce qui est logique. Et ça se comprend parce que ce n'est pas l'intérêt national qui prime. Ce sont les intérêts de groupe, ce sont les intérêts individuels et voilà, c'est ce que ça donne. Adissé Carlos, ok, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Vous aurez suivi, on a essentiellement parlé de la conférence nationale. En tout cas, ce sera la première partie, comme on peut le dire comme ça, parce qu'au prochain numéro, on va évoquer un peu la marche du Bénin pour les 35 années de vie démocratique. Qu'est-ce qu'on a pu faire et qu'est-ce qu'on a pu engranger comme profit. À l'occasion, on en parlera. Pour cette émission, on s'est intéressé à comment est-ce que l'idée de la conférence est née, comment est-ce qu'elle a pu se tenir et puis la transition aussi, comment est-ce qu'elle s'est déroulée. Merci d'avoir été là. Passez de bons moments en compagnie d'un programme de Canal 3.